So we're just going to push on Tony's side onto his ground, but only until his license expires at midnight. I don't care what it is. I don't care if you're in the water. I don't care if it's soup. Get it over the line. If we can get like 100 feet across that whole section. You know what it's going to cost to move the... Et si la plus grande découverte d'or du siècle était enfouie au plus profond d'un lieu où personne n'osait pénétrer? Parker Schnabel, l'un des jeunes mineurs les plus célèbres de sa génération, a misé toute son exploitation sur le Widow's Cut, un puits de mine effondré et gelé dont on disait depuis longtemps qu'il contenait une immense fortune en or. Alors que de nombreux concurrents du secteur aurifère jugeaient la décision de Parker imprudente et irrationnelle, lui et son équipe ont lancé un plan audacieux et hautement technologique. Ce plan les a finalement conduits à un filon d'or intact, estimé à 75 millions de dollars. Cependant, dans le monde rude et compétitif de l'exploitation aurifère du Klondike, certaines zones sont si dangereuses que même les mineurs les plus expérimentés les évitent. Ces lieux ne sont pas seulement connus pour leurs dangers physiques. Au fil du temps, ils se sont enveloppés de légendes, des récits d'échecs et de risques qui deviennent indissociables du territoire lui-même. Le Widow's Cut était l'un de ces endroits. Ce puits avait acquis la réputation d'être extrêmement dangereux et impitoyable. Il était considéré comme interdit d'accès, une condamnation à mort pour quiconque osait y pénétrer. Si certains ont d'abord cru que cette crainte n'était qu'une superstition, les menaces géologiques entourant le site étaient bien réelles et bien documentées. La zone minière était située près du mont Bob, dans une région reculée où les infrastructures étaient extrêmement limitées et les défis logistiques considérables. L'un des principaux obstacles était le pergélisol qui entourait et recouvrait le site. Il ne s'agissait pas seulement de terre gelée, mais d'un sol ancien, gelé comme du béton depuis des milliers d'années. L'extraction de ce sol présentait des risques considérables. D'énormes blocs de terre et de roches gelées, pesant plusieurs tonnes, pouvaient s'effondrer sans prévenir dans n'importe quelle ouverture creusée par l'homme. Mais ce n'était pas le seul danger. Il y avait aussi la menace constante d'inondations catastrophiques. La fonte du pergélisol ou des sources souterraines pouvait libérer d'importants volumes d'eau, compromettant instantanément l'intégrité structurelle du puits. Dans le pire des cas, les eaux de crue pouvaient détruire des millions de dollars d'équipements miniers lourds. Face à ces conditions potentiellement mortelles, Parker et son équipe ont dû faire face à une dure réalité. S'ils voulaient vraiment atteindre l'or légendaire qui se trouverait au fond de cette mine, ils devraient descendre dans ce qui ne pouvait être décrit que comme un piège mortel géologique. Étant donné l'ampleur et la gravité de ces défis, personne, y compris le public de Gold Rush, n'aurait été surpris si Parker et son équipe avaient simplement jeté un coup d'œil à la coupe de la veuve et décidé que le jeu n'en valait pas la chandelle. Malgré toutes les promesses de richesse incalculables, risquer leur vie et l'avenir de leur exploitation semblait un prix trop élevé. Et pourtant, ce ne fut pas le cas. Parker et son équipe décidèrent d'aller de l'avant. Déterminés à atteindre les profondeurs de ce puits, coûte que coûte, ils étaient déterminés à y parvenir. À seulement 240 km au sud du cercle polaire arctique, l'hiver s'abattait sur les champs aurifères du Klondike. Face à un défi impossible, Parker releva non pas la force brute, mais l'intelligence. Il déploya drones, équipements de numérisation et imagerie aérienne, une avancée technologique qui allait mener à une avancée extraordinaire. Relever un défi, quelle que soit la détermination d'une équipe, ne rend pas automatiquement la tâche moins difficile. Dans des environnements aussi extrêmes et impitoyables que le Klondike, les défis s'accumulent souvent rapidement. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur des mineurs? La réponse réside dans l'application des technologies modernes. L'usine de prélavage de Roxane, par exemple, utilise des panneaux d'impact robustes conçus pour absorber l'élan des grosses roches avant qu'elles n'atteignent le plateau vibrant, protégeant ainsi les composants clés de l'équipement et préservant l'efficacité du système sous contrainte. Cependant, une grande partie des progrès réalisés par l'équipe de Parker Schnabel n'étaient pas immédiatement visibles à la caméra. En coulisses, l'équipe disposait d'outils et de systèmes de pointe, une technologie que les générations précédentes de mineurs n'auraient jamais pu imaginer. Outre sa flotte habituelle d'excavatrices, de bulldozers et d'installations de lavage, l'équipe de Parker était équipée d'une technologie topographique de pointe qui lui permettait d'analyser et d'interpréter le paysage avec une précision extraordinaire. Devant ce terrain désolé, Parker se serait adressé à l'un des membres de son équipe pour lui faire part de la réalité. Le problème ne résidait pas seulement dans les obstacles visibles, mais aussi dans le pergélisol.
un sol gelé en permanence, comme son nom l'indique, présente des complications redoutables. Non seulement il résiste à l'excavation, mais toute tentative de pénétration risque de provoquer un effondrement, une inondation ou une défaillance structurelle. Un membre de l'équipe a souligné l'ampleur de la difficulté, précisant qu'il serait bien plus facile si la température restait supérieure à 1 degré C, ne serait-ce que quelques heures. Mais le climat n'offrait pas un tel luxe. Attendre que la météo s'améliore n'était tout simplement pas envisageable. Le temps était compté et la pression de la saison minière s'intensifiait de jour en jour. L'équipe a donc déployé son système LIDAR, une technologie de pointe de plus en plus cruciale dans les opérations minières modernes. Le LIDAR, ou détection et télémétrie par lumière, fonctionne en émettant des millions d'impulsions laser par seconde qu'elle renvoie sur le terrain pour produire une carte 3D exceptionnellement détaillée des caractéristiques de la surface et du sous-sol. Ce système a permis à l'équipe de visualiser ce qui se trouvait sous la surface, sans avoir à procéder à des fouilles préalables. Outre le LIDAR, ils ont intégré des techniques avancées de cartographie par drone. Ces derniers ont fourni des images aériennes haute résolution et des données de positionnement, qui ont pu être superposées au scan LIDAR pour produire un modèle numérique complet de la zone cible. La combinaison de ces technologies a fourni des informations que les méthodes conventionnelles ne pouvaient pas atteindre. Depuis les années 1980, les mineurs avaient tenté de cartographier et de rouvrir des zones comme Widow's Cut, mais sans grand succès. Le terrain était trop imprévisible et les anciens puits avaient depuis longtemps disparu sous la végétation, les débris et les mouvements de terrain. À l'origine, l'équipe prévoyait de creuser un tout nouveau point d'accès au site, soit une nouvelle rampe, soit un nouveau puits vertical. Mais compte tenu des menaces posées par le pergélisol et du risque constant d'infiltration d'eau souterraine, une telle stratégie risquait d'être trop coûteuse, trop longue et, finalement, trop dangereuse. Chaque jour de recherche sans résultat générait une consommation de ressources essentielles, carburant, heures d'utilisation des équipements, salaires des équipes et, surtout, temps. Aucune extraction d'or n'était effectuée pendant cette phase. Et chaque heure d'inactivité rapprochait un peu plus d'un échec fatal à la saison. La situation exigeait une avancée décisive. Heureusement, les données combinées des vols de drones et des scanners LIDAR ont permis d'y parvenir. L'analyse et le recoupement des cartes numériques ont révélé une caractéristique jusqu'alors inconnue sur le modèle, une étroite anomalie sous les broussailles et les débris, invisible à l'œil nu. La technologie avait effectivement exploré des décennies d'accumulation naturelle, révélant un puits vertical effondré, totalement oublié. Ce puits, qui faisait partie d'une ancienne exploitation minière abandonnée, mesurait plus de 40 mètres de profondeur et menait directement au cœur de la zone riche en minéraux. Cette découverte a tout changé. Au lieu de tenter de construire un tout nouveau puits, ce qui aurait nécessité des semaines d'efforts et présenté d'énormes risques, l'équipe disposait désormais d'une voie directe, quoique toujours dangereuse, vers le bas. Cette découverte prouvait que les équipements de prospection modernes pouvaient réussir là où l'exploration manuelle avait échoué pendant des décennies. Le puits caché, associé aux traces d'un ancien filon aurifère à proximité, offrait une rare seconde chance d'accéder aux réserves inexploitées que l'on croyait enfouies sous la Widow's Cut. À ce moment-là, l'opération passa à la vitesse supérieure. L'équipe de Parker eut la confirmation que l'or qu'elle cherchait était accessible et que la clé pour le débloquer était enfouie non seulement sous la glace et la terre, mais aussi sous l'histoire et des sentiers oubliés. Tandis que Mike continuait à traiter les déblais sur la colline, l'attention se porta en bas sur la préparation du puits redécouvert pour une entrée et une évaluation en toute sécurité. Le temps restait crucial, mais grâce à la technologie qui jouait désormais en leur faveur, ils avaient de réelles chances de remporter le succès nécessaire pour sauver la saison. Le puits vertical effondré qu'ils avaient découvert mesurait plus de 39 pieds de profondeur, une descente quasi verticale dans le sol. Il représentait une opportunité rare, un point d'entrée potentiel permettant d'éviter de creuser directement à travers le pergélisol environnant, ce qui aurait nécessité énormément de temps, de carburant et de main-d'œuvre. Bien qu'extrêmement dangereux et structurellement instable, ce puits offrait la possibilité d'atteindre les gisements d'or beaucoup plus rapidement et avec beaucoup moins de ressources que prévu initialement. Après une série d'inspections et de relevés minutieux, l'équipe est arrivée à la conclusion que la solution la plus réaliste, et peut-être la seule, était de stabiliser le puits effondré. La tâche s'annonçait complexe. Le puits, abandonné et enfoui sous des couches de débris et de végétation depuis des décennies,
était compromis à plusieurs niveaux. Y pénétrer sans renforcement adéquat risquait un effondrement catastrophique. Pour remédier à ce problème, l'équipe a fait appel à des poutres en acier renforcé robuste, fabriquées sur mesure pour supporter des charges élevées. Ces poutres ont été soigneusement descendues et installées séquentiellement, permettant ainsi à l'équipe de renforcer les parois du puits section par section. Travaillant par équipe pour garantir la sécurité et la régularité, l'équipe a progressivement commencé à construire un passage suffisamment stable pour permettre l'entrée des personnes et, à terme, l'accès des équipements. Grâce à l'expertise combinée de l'équipe de Parker, composée de spécialistes en structure et d'opérateurs souterrains expérimentés, ils ont réussi à sécuriser le puits et à établir une voie de descente fonctionnelle vers les niveaux inférieurs de la mine. Après des semaines de frustration, de retard et le risque imminent d'une saison ratée, l'équipe disposait désormais de ce dont elle avait besoin, une voie directe et stable vers le cœur jusque-là inaccessible de la Widow's Cut. À la base du puits, après un nettoyage et un retrait des débris supplémentaires, ils ont récupéré une première charge de 38,6 onces d'or, estimée à environ 66 000 $. Bien qu'il ne s'agisse pas encore d'une avancée majeure en termes de volume, la présence d'or si près du point de réentrée était un indicateur fort de gisement plus important à proximité. Il n'a pas fallu longtemps pour que cet indicateur se transforme en confirmation. En progressant et en élargissant la zone d'excavation, l'équipe a découvert un filon d'or riche en quartz, apparemment intact. Les caractéristiques de ce filon, sa clarté, sa densité et sa consistance le distinguaient immédiatement. Selon le géologue de Parker sur place, la qualité du gisement était parmi les plus élevées jamais enregistrées sur le terrain. La structure minérale du filon suggérait une perturbation antérieure minimale, indiquant qu'aucune activité minière n'avait pénétré cette section particulière de la formation. Conscient de la rareté et du potentiel de ce qu'ils avaient découvert, l'équipe n'a pas perdu de temps. Elle a immédiatement commencé à mobiliser le matériel d'extraction et à organiser des rotations continues. Dans un environnement minier aussi concurrentiel que celui du Klondike, de telles découvertes sont non seulement précieuses, mais aussi vulnérables. Tout retard dans la production pourrait attirer l'attention indésirable des exploitations rivales, surtout si des rumeurs commençaient à circuler quant à l'ampleur de la découverte. Travaillant en équipe quasi permanente, l'équipe a travaillé 24 heures sur 24. Leurs efforts ont porté leurs fruits à un rythme sans précédent. En un peu plus de 72 heures, soit 3 jours seulement, l'équipe a réussi à extraire plus de 4000 onces d'or du filon de quartz. L'or a été traité, pesé et enregistré avec une précision rigoureuse. Selon la valeur marchande actuelle, la valeur totale de l'or récupéré dépassait les 10 millions de dollars. Cette récolte a eu des répercussions financières majeures sur l'exploitation. Elle a suffi à couvrir la majeure partie des coûts saisonniers, notamment le carburant, l'entretien des équipements, le transport et la masse salariale. Elle a également constitué une réserve substantielle pour le reste de la saison, permettant à l'équipe de Parker de poursuivre l'exploration et le développement sans subir la pression d'un déficit financier immédiat. Plus important encore, cette découverte n'était pas une poche isolée. Après l'extraction et l'analyse initiale, l'équipe géologique a procédé à une série de relevés souterrains et d'échantillonnage afin de déterminer l'étendue complète du filon aurifère. Des calculs préliminaires basés sur l'épaisseur, la densité et la continuité structurale du quartz ont suggéré que le filon s'étendait beaucoup plus profondément qu'on ne le pensait initialement. Les projections mesurées estimaient la longueur du filon à près de 2 km, environ 1,5 miles, se poursuivant plus loin sous terre. Cela indiquait un potentiel de production soutenu, s'étendant peut-être sur plusieurs saisons d'exploitation. Le puits d'accès étant désormais sécurisé et un gisement à haute teneur prouvé étant à portée de main, l'équipe s'est concentrée sur l'élaboration d'un plan d'extraction à plus long terme, capable de capitaliser sur la continuité du filon tout en préservant la sécurité et la stabilité environnementale. La percée à Widow's Cut a marqué non seulement une reprise après les difficultés du début de saison, mais aussi un tournant structurel pour l'ensemble de l'exploitation. Avec l'accès à l'un des filons non exploités les plus riches de la région, Parker et son équipe étaient désormais à la veille d'une découverte transformatrice, susceptible de redéfinir le reste de leur saison et potentiellement l'avenir de leur concession. C'est à ce moment-là que les chiffres ont commencé à atteindre des proportions vertigineuses. Après une série de calculs actualisés,
intégrant à la fois la pureté observée du filon d'or riche en quartz et les dimensions nouvellement estimées à partir de projections géologiques. L'équipe est parvenue à un chiffre remarquable. Si le filon s'étendait sur toute sa longueur prévue et conservait sa teneur en or constante, il pourrait extraire 75 millions de dollars d'or supplémentaires de ce seul gisement. Cette estimation ne repose pas sur des spéculations, mais plutôt sur des densités d'échantillons, des mesures de largeur de filon et des projections de rendement aurifère calculées à partir de modèles industriels standards. Si l'extraction se poursuivait au même rythme et avec une efficacité de récupération similaire, le site pourrait potentiellement offrir le rendement de source unique, le plus rentable jamais enregistré dans les opérations minières de Parker Schnabel. Les implications étaient inconsidérables. Pour Parker et son équipe, une telle reprise ne marquerait pas seulement une saison minière réussie. Elle constituerait un jalon historique, potentiellement la saison la plus fructueuse financièrement de toute l'histoire de la série Gold Rush. Cependant, atteindre ce cap nécessiterait plus que de bonnes projections. L'équipe comprenait que même avec des données favorables et un gisement confirmé, rien n'était garanti tant que l'or n'était pas physiquement extrait et traité. Le travail à venir restait extrêmement exigeant. Pour exploiter pleinement le gisement, l'équipe de Parker devait maintenir un rythme soutenu, poursuivant les opérations d'excavation, de traitement et de transport 24 heures sur 24. Les exigences techniques à elles seules, notamment le maintien d'un drainage clair, la prévention des effondrements structurels et la sécurité des accès, constituaient déjà un défi permanent. De plus, les variations saisonnières du Klondike impliquaient que les températures glaciales pouvaient perturber tout, de l'écoulement de l'eau au système hydraulique des équipements. Comme l'a fait remarquer un membre de l'équipe, on construit de la glace en permanence, en référence à la lutte constante contre le gel des canalisations et des machines fonctionnant à des températures négatives. Pour compliquer encore les choses, la nouvelle de la découverte s'est rapidement répandue. Une découverte d'or de cette ampleur reste rarement secrète longtemps, et très vite, la communauté minière au sens large en a été informée. Les rumeurs ont rapidement circulé parmi les équipes minières, les exploitants de claims, les fournisseurs et même les autorités réglementaires. L'enthousiasme suscité par la découverte a attiré l'attention sur le site de Parker. D'autres mineurs voulaient savoir ce qui avait été découvert. Des responsables sont venus vérifier les opérations. Certains étaient curieux, d'autres potentiellement intéressés par les claims voisins. Malgré la pression, Parker et son équipe étaient parfaitement préparés. Tous les documents juridiques avaient été obtenus à l'avance. Le claim était enregistré, vérifié et pleinement protégé par la législation minière en vigueur. Aucun empiètement ne serait possible sans conséquences juridiques. Le terrain et l'or qu'il contenait appartenaient entièrement à l'exploitation de Parker, et aucun tiers ne pouvait en revendiquer une quelconque partie. Le moment choisi pour cette anticipation juridique était crucial. Dans un environnement aussi concurrentiel que celui du Klondike, des claims non protégés ou des limites floues peuvent entraîner des litiges, des retards, voire des fermetures. Mais une fois les formalités administratives terminées et le site sécurisé, l'équipe a pu se concentrer uniquement sur la production, maximisant ainsi la production tout en minimisant les risques. D'un point de vue logistique, l'ampleur de l'opération exigeait désormais une coordination accrue. Les livraisons de carburant, la maintenance mécanique, le transport du minerai et la capacité de traitement devaient être intensifiés pour gérer le volume de matériaux prévu. Du personnel supplémentaire a été recruté, des équipements ont été modernisés ou remplacés, et les rotations des équipes ont été ajustées pour une activité continue, 24 à 24 et 7/7. Chaque heure d'arrêt représentait potentiellement des dizaines de milliers de dollars perdus. À ce stade, l'importance de la découverte était évidente. Il ne s'agissait pas d'un simple site productif. Pour l'exploitation de Parker, c'était un moment décisif. Les données géologiques, le rendement initial et la valeur totale estimée se sont combinés pour positionner Widows Cut comme l'une des sources d'or les plus riches observées dans la région depuis des décennies. L'équipe avait désormais un objectif, extraire le plus d'or possible, le plus efficacement possible, avant que les conditions météorologiques, la logistique ou des interférences extérieures ne viennent compromettre cette opportunité. L'avenir de l'exploitation et potentiellement l'ouverture d'un nouveau chapitre de l'histoire minière du Klondike dépendait de la réussite de cette excavation sans précédent. La grande découverte, le genre de découverte qui rend toutes les années difficiles en valent la peine. Le genre de découverte qui pourrait faire paraître ses succès passés insignifiants en comparaison.
Il avait risqué beaucoup. De l'argent, du temps et la confiance de son équipe. Et maintenant, il semblait que cela payait enfin largement. Partout au Yukon, les gens regardaient. Et pas seulement regardaient, ils parlaient. Les murmures commencèrent à circuler. Était-ce vraiment la plus grande découverte d'or du 21e siècle? Parker venait-il de réécrire les règles du jeu? Et d'autres questions affluaient. Cette immense découverte donnerait-elle à Parker encore plus de pouvoir dans le monde minier? Des équipes jalouses tenteraient-elles de s'immiscer et de s'emparer d'une partie des terres? Parviendrait-il seulement à gérer la pression d'un site aussi gigantesque? Il ne s'agissait plus seulement d'or. C'était un changement de pouvoir. C'était historique. Il ne lui manquait que 174 onces pour atteindre sa saison de 7000 onces d'or. Mais avec le gouffre financier qui rapportait beaucoup d'or, il aurait pu en rapporter bien plus. Soudain, le poids sur les épaules de Parker a doublé. Avec plus d'argent et plus d'attention, la pression s'est accrue. Tout le monde le regardait désormais. Parviendrait-il à mener son équipe à travers cette tempête de gloire, de cupidité et d'attente démesurée? Ou les choses commenceraient-elles à s'effondrer? Une chose était claire, cette découverte n'affecterait pas seulement l'équipe de Parker. Cela pourrait tout changer au Klondike. Les prix pourraient augmenter. Les terres pourraient en devenir plus chères. D'autres mineurs pourraient s'installer, espérant trouver leur propre jackpot. C'était comme jeter une pierre dans un lac calme. Les répercussions allaient se propager au loin. Mais Parker n'avait pas peur. Il était concentré. C'était le moment pour lequel il travaillait depuis des années. Et il n'allait pas le laisser filer. Il savait ce qu'il fallait pour survivre au Yukon. Il avait connu de mauvaises saisons. Il avait lutté malgré les pannes d'équipement, les terrains accidentés et le froid glacial. Mais là, c'était différent. C'était l'occasion de devenir quelqu'un de plus grand. Une légende. Certains disent qu'il a simplement eu de la chance. D'autres pensent que c'était de l'instinct. Mais peu importe comment cela s'est passé. Une chose est sûre, Parker Schnabel vient de laisser sa marque en or, et l'histoire n'est pas encore terminée. Quelle sera la prochaine étape? Gardera-t-il le contrôle de cette opération colossale? Son équipe sera-t-elle à la hauteur du défi? Ou le poids de la situation deviendra-t-il trop lourd? Quoi qu'il arrive, une chose est sûre, le roi du Klondike a parlé. Et le monde entier l'écoute. Le pari de 75 millions de dollars de Parker Schnabel a porté ses fruits. Il a transformé un piège mortel en jackpot légendaire. Mais avec une découverte aussi importante, vient-il d'inviter un nouveau type de danger?